So we are ready to ask you the first question. How do you start your day and what do you have for breakfast? Wow. Um, I start my day waking up and saying, "Oh no, I have to wake up." So because the morning is really difficult for me, I'm a night person, so I can stand up until 3 in the morning and it's okay. But at 7 o'clock in the morning, it's just awful. And from breakfast, in general, I have an orange juice, a cup of green tea, some bread with butter, with salty butter or jam. But sometimes I just decide that I'm too fat, so I decided not to have breakfast for like a month. And then I started again, and it's a non-ending story of losing weight. Okay, thank you for that. The next one is, do you like cooking? I love cooking because I love eating. And I have some Italian roots, so the cooking is very important in my life, and the pasta, you know. I really enjoy cooking pasta all the time. So is it your specialty or Um, what is it that you are proud of in terms yeah, of cooking? yeah, I cook really good pasta, but my specialty it's a specialty from Lyon, the city where I live in France. It's saucisson pistaché pomme vapeur. So it's a big sausage made from pork, and there are pistachios inside, and you put it in water, in cold water, and you wait until it boils, and you put potatoes with that, and I don't know, the taste of the sausage came into the potatoes, so everything is so tasty, and you can have it with a green salad. And anytime someone came here, I'm doing that. I would like to have that. It sounds You're really welcome. Come tasty. to Lyon. I will. Don't be. Okay, the next question is this. If you were a dish, what would it be? um, Maybe a shrimp, but I don't know. Maybe pasta with shrimp and garlic and parsley. Okay, Sounds good. sounds tasty too. And do you have a recipe for writing or poetry? And what, if so, what is it? What's your recipe for a good poem or a good text in general? I wrote a text about that because my recipe is not to have a recipe for writing because I'm standing at the table and I'm trying to write, and there's a white page and say, oh, I don't want to write, I have no idea. So I'm going to the fridge, and then I came back to the computer, and then I'm going to do something else, and I'm watching TV, and then I'm going to read a book, and then TV again, and then trying to find food, and then I'm standing right in front of the computer, say, okay, I have to write, and suddenly everything stops and I start writing because there is a sort of click in my head, and then I can write for hours and hours, and I don't want to see anyone in the house, and if they want to eat or have food in my family, I say, no, go and have a pizza, I don't want to see you, I'm writing now. But it's just like something like a trance, you have to wait that moment, and then you can write, but you don't know where and when and from what part of the brain it comes. So I have no recipe, I just have a lot of luck. Maybe. Okay, thank you for that. That was really something. And the next one is, if you were to compare your writing or your poetry to food, what would it be? Oh wow, it will be something spicy, yeah, with like Indian food or Mexican food, or I don't know, or yeah, but also with a lot of vegetables and a lot of cream and also meat and very different things, like a potpourri of food, but very spicy. Okay.
And is there a book that you have on maybe on your shelf by the bed or somewhere close that you go back to regularly? That you know, the book that is something that you need to take a look at from time to time. Um, when I was young, that book was there were several. Maybe Belle du Seigneur from Leonard Cohen. Oh wow! No, Albert Cohen, the other one. Because it was really an incredible love story with the love and the unloved story. And then I used to read a lot Cien Años de Soledad, the Gabriel Garcia Marquez, and because it was so complicated, so I needed to read one time and another time and again, because all the characters have the same name in the book, but there are so many Aureliano Buendia, and it was really complicated to understand which Aureliano Buendia you are reading the story of. So I read it like 20 times, I don't know. And now I don't know if I have this sort of book, but I always have books of poetry near my bed, because I really need and want to pick some poems before I go to bed. But even in the toilets, I have a lot of poetry in the toilets, because I think it's a place that completely useful, so I can spend my time reading poetry there. But I don't have any more this sort of book. Okay, I get it. And the last question is, you know, like at the beginning I asked you about the breakfast and the first meal, and the last question is about your last meal of the day. What is it usually, and you know, and how do you like it? I would like to have just a soup by night before I go to bed, because that's healthy and then you can sleep very well. But in general, I have like the soup and the cheese and the bread and the salad and the fruit and the yogurt. So I really enjoy eating. But yeah, no, the food, the lunch and the dinner are exactly the same. And I'm cooking all the time, twice a day. And that's life. That's the very important thing: poetry and food and love. I would agree. Thank you. That's it. This is everything. We're done here. Yay! We made it. Il paraît que lorsqu'il est mort, certaines parties de mon corps sont devenues toutes blanches. Il paraît que lorsqu'il est mort, j'ai demandé à ma tante si elle pensait que le sien et le mien étaient ensemble assis sur un nuage. Il paraît que lorsqu'il est mort, tout le monde a beaucoup pleuré. Il paraît que lorsqu'il est mort, une lettre a été retrouvée. Il paraît que lorsqu'il est mort, cette lettre a été jetée. Il paraît que lorsqu'il est mort, il dormait. Il paraît que lorsqu'il est mort, il revenait à peine d'Espagne et toutes ses malles étaient encore sur un bateau. Il paraît que lorsqu'il est mort, on n'a jamais pu récupérer les malles. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est allé au cimetière, puis dans un jardin. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est devenu un citronnier. Je ne me souviens de rien, rien. Il y a un avant, noir, vide, silencieux. Après, il y a ma tante qui me donne de la purée en imitant l'avion avec la cuillère à soupe. À partir de l'avion, à partir de la purée, tout est net. Chaque souvenir est là, limpide, pur, les odeurs des placards, des gens, de la nourriture, les bruits, les chansons, les comptines, les voix, les rires, tout est là. Les couleurs, les imprimés, les fleurs, les pièces de la maison, les jouets, le jardin d'enfants, tout. Mais avant ça, rien, tout noir. Il paraît que ça tient dans un vase.
Eux, ils appellent ça une urne. Moi, je préfère dire vase, c'est plus floral. Il paraît que c'est ridicule qu'on se retrouve avec cette cendre grise entre les mains, qu'on tient l'homme entier sans comprendre comment on est arrivé là, et qu'on ne sait pas quoi faire. Il paraît que c'est une drôle de sensation d'imaginer tout un corps d'homme, sa tête, son torse, ses bras, ses jambes et toute sa vie, tout un squelette, sa chair, tout un être d'un coup devenu poussière. Alors on le dépose dans la terre du jardin, on s'est dit que c'est comme de l'engrais et qu'avec un peu de chance, il deviendra une fleur, une herbe ou même un arbre. Alors on commence à l'arroser et c'est bien mieux que de pleurer et chaque jour on y pense, on lui donne un peu d'eau, on lui parle dans sa tête ou parfois à voix haute. Ça devient un rituel. Et c'est bien moins triste que d'aller au cimetière parler avec les pierres. Je ne trouve pas un seul mot, un seul sourire, une seule image au fond de mon crâne. Il a bien dû me parler, il a bien dû me chanter quelque chose, une berceuse, une petite chanson bête, me fredonner un air. Il a bien dû me donner à manger, me chatouiller le ventre, me caresser la tête, me bercer dans ses bras. Je ne trouve pas la moindre miette de souvenir au fond de ma tête encombrée de détails, de numéros de téléphone, de digicodes, de listes de choses à faire, de noms de gens sans importance, de protocoles bureaucratiques, pas la moindre étincelle d'un passé ensemble. 2 ans de vie commune, 24 mois, disparus dans le néant, l'oubli, le vent. Et puis il y a toutes les fois où il n'est pas là quand j'ai perdu ma première dent, pas là quand je suis entrée à l'école, pas là quand je me suis pris une balançoire sur la tête, pas là quand j'ai fait pipi au lit, pas là quand j'ai dessiné un bonhomme avec 10 doigts à chaque main, pas là quand j'ai fait du vélo sans les roulettes, pas là quand j'ai eu mon appareil dentaire, pas là quand j'ai embrassé un garçon pour la première fois, pas là quand j'ai eu de la fièvre, pas là quand j'ai eu une mauvaise note en mathématiques, un 20 sur 20 en italien, une heure de colle, pas là quand j'ai voulu passer le permis, pas là quand j'ai fui la maison dans la nuit, pas là quand je suis allée en boîte, pas là quand je suis rentrée trop tard, pas là quand tout est rentré dans l'ordre, pas là quand ma fille est née, pas là quand j'ai rencontré mon homme, pas là. Il a fallu 15 pages pour écrire le mot papa. Je ne dis jamais ce mot. Au mieux, je dis père, car je ne m'adresse jamais à lui, je parle de lui en narration. Je dis, mon père était italien, mon père est décédé en 78, mon père a rencontré ma mère à Buenos Aires, mon père travaillait dans une agence de voyage, mon père est parti vivre en Espagne avec ma mère, mon père avait 2 frères et 2 sœurs. Je ne dis jamais papa. Papa, c'est enfantin. Papa, c'est quand il est là devant toi et que tu peux le toucher et lui dire « Tiens, regarde papa, j'ai eu un 20 sur 20 en italien. » Papa, c'est pour lui dire « Je t'aime papa », pour lui dire « Tu fais chier papa ». Je lui dis souvent « Tu fais chier papa ». Je le lui dis à voix basse, dans ma tête. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, pas besoin. S'il m'entend, il entend ce qu'il y a dans ma tête. « Tu fais chier papa ». Tu fais chier d'être parti si tôt, d'avoir laissé maman toute seule. Tu fais chier de n'avoir pas été là quand on avait besoin de toi, de n'être toujours pas là. Il ne fait même pas l'effort de s'immiscer dans mes rêves. J'aimerais me réveiller un matin après avoir passé la nuit à rêver de lui, à rêver d'une conversation, d'une balade, d'un moment partagé. Je lui dis, tu fais chier papa, tu pourrais au moins venir dans mes rêves, on pourrait passer comme ça un peu de temps ensemble, apprendre à se connaître, et mes rêves se mélangeraient à la réalité, et j'aurais enfin des souvenirs. Mais non, tu fais chier papa.